Make it rain! Yes. Ah shit, j'ai plus d'argent. Ouais. Bonjour, ici Olivier Lambert et bienvenue dans le 14e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Dans cet épisode, je vous partage la suite de mon entrevue avec Alexandre Vanier, qui est directeur du commerce en ligne et des technologies chez Poche et Fils, une start-up complètement disjantée qui est très drôle. On ne peut pas ne pas aimer cette marque-là, cette compagnie-là. Ils vendent des t-shirts avec une poche personnalisable. Bien sûr, leur poche est complètement hilarante, mais ce n'est pas tout. Ils ont maintenant également des sous-vêtements ainsi que des bas qui sont aussi drôles que leur poche. Dans cet épisode, on va parler de qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont pu avoir l'ascension qu'ils ont connue. On parle maintenant de plus de 40 employés avec plusieurs millions de chiffres d'affaires annuellement. Très impressionnant, on doit être fier de cette compagnie-là qui est une compagnie québécoise. Et puis, Alexandre m'a parlé de c'est quoi les stratégies qu'ils ont utilisées pour être capables d'en venir où ce qu'ils sont présentement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, sur quoi est-ce qu'ils vont se concentrer dans le futur, qu'est-ce qu'ils ont essayé et qui n'a pas nécessairement fonctionner. Donc, si jamais tu as un commerce en ligne ou que tu connais quelqu'un qui a un commerce en ligne ou tu veux t'en partir un, cet épisode-là est vraiment de l'or en barre. Et ce n'est pas tout, OK? On a un concours super intéressant à vous proposer. En fait, on va faire tirer un chandail de Poche et Fils. La seule chose que vous devez faire pour être capable de participer, c'est de vous rendre au pocheetfils.com, regarder les différentes poches qui sont disponibles et chacune des poches possède un nom. Donc, vous n'avez simplement qu'à prendre le nom de la poche que vous désirez et mettez-les en commentaire, soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud ou soit directement au latranchée.com/14. Et bien sûr, dans 2 semaines, on va nommer le gagnant. On va le contacter soit par Facebook ou encore par courriel ou dans les commentaires, peu importe où ce que la personne va avoir engagé avec nous. Et ce n'est pas tout. Peu importe si vous gagnez ou vous gagnez pas, on a quelque chose pour vous, un super cadeau, 15% de rabais à vous proposer. Les fêtes approchent à grands pas. Si vous voulez vous acheter, je sais pas, des poches de Noël, des sous-vêtements de Noël ou quelque chose de drôle à donner en cadeau ou simplement pour vous gâter, vous pouvez utiliser le code promo LA-TRANCHEE, donc la tranchée LA-TRANCHEE, et vous allez instantanément recevoir 15% de rabais. Et ce qui est quand même drôle, c'est qu'on est venu avec cette idée-là de code rabais avec la tranchée, alors qu'il était en train de me parler de ses différentes stratégies marketing. J'ai dit, hey, nous autres, on aimerait ça aussi avoir ce rabais-là. Et il a eu la gentillesse de me l'offrir, donc de nous l'offrir. Fait que vraiment, écoute, j'arrête de parler parce que je me doute que tu as hâte là, d'écouter Alexandre, qui est un mec super drôle, charismatique. J'ai eu beaucoup de plaisir avec. Donc sans plus attendre, je te présente mon entrevue avec Alexandre Vanier. On est de retour sur le podcast avec Alexandre Vanier, qui est directeur du commerce électronique chez Poche et Fils. Et là, on est rendu à nos 2e ou 3e scotch, fait que ça risque d'être plus intéressant, mais également, pas plus intéressant, mais plus drôle, mais également, il va falloir faire attention à notre prononciation. Exactement. Fait qu'on va parler de tout ce qui est développement d'affaires, marketing en ligne, marketing numérique, vraiment qu'est-ce que moi qui me passionne le plus, qu'est-ce que je pense qui te passionne le plus aussi. Yes. Fait que le volet technique, le how-to, une fois qu'on a du trafic sur son site web, qu'on a un produit qui vend bien, comment on fait pour augmenter nos ventes? C'est une bonne question. C'est une excellente question, assez ouverte. Assez ouverte. Fait que je vais te laisser prendre n'importe quelle direction, okay. Puis après ça, on va creuser à partir de là. Il y a 1001 réponses, mais je vais te parler de ce que nous on a fait un peu chez Poche et Fils, qu'est-ce qui a marché le plus pour nous. C'est sûr que moi je suis vraiment plus le côté technique, au niveau de la conversion, des optimisations, une fois que le trafic est rendu. Mais je suis très à l'aise ici, je vais te parler un peu des comment on l'a amené ce trafic-là de nos débuts jusqu'à maintenant. Donc pour Poche et Fils, ce qui a marché le plus pour nous, c'est du marketing d'influenceurs. C'est ça qui nous a un peu mis au monde. Nos premiers dollars de Facebook Ads puis de Google Ads ont été investis environ 6 mois, on va dire. Donc là, on a 2 ans et demi d'existence. Donc on a été 1 an et demi, 2 ans à mettre 0$ en publicité Facebook, publicité marketing. Je dis pas que toutes les entreprises peuvent le faire. Nous, on a vraiment, on est dans une niche. On a un produit qui se différencie. On est en mode, c'est plus facile d'aller exploiter d'autres choses. Donc, c'est possible de commencer dès le début à être rentable avec du Facebook, du Google. Mais pour nous, on l'avait testé un tout petit peu au début.
ça donnait des résultats, mais rien à voir avec la répercussion que donner un produit pouvait nous apporter. Donc, dans le fond, dans la première année et demie, là, c'était marketing. Fallait que notre produit se fasse voir. Fallait qu'on donnait des chandails, des t-shirts à toutes les personnes qui avaient un minimum de visibilité sur le web, sur les médias traditionnels. Donc, on a donné beaucoup de t-shirts à... J'attends encore mon t-shirt. Ouais, toi, on t'avait oublié. T'étais juste en bas de la liste. On s'était fait une liste en termes d'importance au Québec, puis là, t'étais juste en bas. Fait que on a envoyé ça à beaucoup d'humoristes de la relève. Vu que notre branding fit avec eux, tout le monde a été accueilli ça à bras ouverts, puis ils nous ont fait de la promotion. Puis après ça, chaque humoriste 10, 15, 20 000 followers, puis là il fait un petit peu de pub mais indirect, donc c'est très naturel comme publicité, tout ce qui est marketing d'influenceurs ou du contenu généré par les utilisateurs. Donc là, peu à peu, c'est ça qui générait le plus de buzz. Puis là, une fois que t'as été porté par 2-3 humoristes, ben c'est un petit monde, les autres ils te connaissent, ils en veulent. Ça nous a valu des présences à la radio, des présences dans des émissions de télé. Donc vraiment, nous, c'était comme on a eu un genre de ROI, de retour sur notre investissement, mais comme un spécial, c'était un retour sur chaque chandail donné. Plus difficile à calculer que sur Facebook ou Google, mais on le voyait vraiment bien dans le sens qu'on faisait quelque chose où Philippe Bond portait un autre t-shirt, il en parlait un peu, puis ça avait l'air, en fait, on l'a jamais payé. Il portait les t-shirts parce qu'il aimait ça. Puis le lendemain, on fait une journée 2-3 fois plus grosse de vente. Mitsu, on en parle à la radio, puis encore une fois, elle trouve ça cool, puis les gens sont vraiment enthousiastes, donc c'est pas de la publicité payée, c'est vraiment... On donnait, puis on en donnait beaucoup des t-shirts, puis il y avait plein de monde qui ne faisait pas de pub nécessairement. Ils le recevaient, ils étaient contents, mais ça finissait là. Puis même si on parle pas nécessairement dans les médias, en guillemets, je veux dire, c'est des t-shirts qui sont très... Ouais, ça coche l'œil. C'est un paresseux sur un Segway, c'est ça, un paresseux? Exactement. Je veux dire, on est en train d'avoir une discussion, je fais comme, qu'est-ce que t'as sur ton chandail? Puis instantanément, ça va créer des discussions. Exactement. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Non, c'est vraiment souvent, il y a tout un petit élément qui punch. Dans le fond, c'est un peu ça le but des t-shirts. C'est comme, sans nécessairement être comme Shelfies ou d'autres compagnies où tu as des burgers partout sur ton chandail, puis c'est un gros statement. Nous, c'est... J'en ai un avec. Ouais, c'est sûr, ça ne m'étonne pas. Mais, tu sais, là, tu peux permettre un petit peu de folie, mais ça reste discret, ça reste un peu plus passe-partout. Tu peux être un veston par-dessus, t'es quand même bien habillé, mais t'as un petit côté punché. T'as quelque chose de punché, donc... Nous, ça a été ça. Pendant un an et demi, là, on a assuré notre croissance, là, genre 40% de croissance à chaque mois, parce qu'on avait un produit original, parce que notre branding est fort, mais notre publicité, notre promotion se faisait beaucoup par les influenceurs, par les vedettes, par, dans le fond, après ça, le bouche à oreille qui s'ensuit. Mais comment est-ce que tu fais pour trouver ces influenceurs-là? C'est quoi, tu fais une liste de tous les comptes Instagram et toutes les pages Facebook, tes classes en ordre décroissante, puis tu commences à envoyer des t-shirts? Au début, c'était pas aussi structuré que ça. C'était vraiment, on pense à quelqu'un, Anthony là envoie un t-shirt. Il y a l'anecdote qu'on aime bien raconter, c'est Anto puis un autre de ses amis qui à l'époque ils ont lancé un t-shirt avec une lettre d'amour sur le balcon d'Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis. Puis on n'a jamais entendu parler, mais comme genre 6 mois plus tard, un moment donné, elle s'est fait prendre par un paparazzi, puis ça a fait les journaux, puis elle avait notre t-shirt. Fait qu'elle n'en a jamais parlé, puis ça nous a pas vraiment donné quoi, mais tu sais, on faisait des trucs comme ça. On essayait de... Je me souviens que au début, les gars, mettons quelqu'un à la radio voulait un t-shirt, souvent ils disaient tu peux me l'envoyer, puis là, les gars disaient tout le temps... mais laisse faire, on te l'enverra pas, regarde, on va venir te le porter, ça nous fait plaisir. Mais en fait, ça nous fait plaisir, mais tu rentres dans la radio. Puis dans la radio, où est-ce que c'est quoi? Il y a toutes les autres radios autour. Fait que là, tu rentres avec ça, puis par hasard, t'as une coupe de chandail d'extra. Fait que là, tu finis par distribuer les chandails à tous les animateurs. Puis c'est un peu comme ça que on utilise un peu de guerrilla marketing, là, dans le sens qu'on essayait plein d'affaires, faire des niaiseries, faire des stunts, surtout Nick et Anto, ils ont vraiment osé, ils ont cogné à toutes les portes. On n'avait pas de contact dans l'industrie, on n'avait pas de, on est parti de rien, 3 gars qui connaissaient rien à la mode, on n'avait pas de contact dans les médias, on n'avait pas de contact ailleurs, puis dans le fond ils ont juste été audacieux si on veut là. Donc
on a commencé à envoyer des trucs un peu partout. Puis une fois qu'on a épuisé un peu ça, là après ça, on s'est penché, on a regardé un peu aussi pendant plusieurs mois, on s'est fait une liste justement là, on s'est regardé les comptes qui fit avec nous, qui ont des bonnes audiences, les comptes Instagram, les comptes Facebook. Puis on s'est mis à les contacter mais de manière stratégique. Tout le temps comme on ne voulait pas être la compagnie qui demande à tout le monde puis qui veut se faire qui cherche à ce que tout le monde parle d'eux, mais on écrivait aux gens qui avaient un fit. Puis on leur proposait des collaborations, du co-branding, des petites initiatives ensemble, ou juste des produits. Puis on no strings attached souvent, on te donne un produit parce qu'on aime ce que tu fais, puis tu fais ce que tu veux avec ça, puis ça a donné des bons résultats. Mm-hmm. Donc on a fait ça pendant 2 ans presque, où c'était notre moteur le plus efficace si on veut de promotion. Puis à un moment donné, c'est sûr que tu satures, fait que là on a commencé à s'intéresser au modèle payant là, de publicité Facebook pour venir comme un peu complémenter ça. Mais encore aujourd'hui, là, on fait encore une ou deux collaborations un peu plus grosses par mois avec d'autres brands, etc. pour un peu, on les aide à venir piger dans notre... vous échangez vos audiences, exactement. Donc, tout le monde est content. Fait que ça marche comme ça. Donc ça c'est notre technique de croissance numéro 1, ça a été principalement ça, au niveau du trafic. Puis on peut arrêter ça là pour la question si tu veux. Non, mais dans le sens que. Fait que pour avoir du trafic, ça a été ça. Puis ça, dans le fond, ça nous génère 20% de notre trafic vient du social. Okay. Après ça, on a 10% qui vient des referrals. Fait que les autres blogs, les gens qui nous envoient des liens. Puis tout le reste qui est du organique ou du direct, c'est souvent aussi. C'est indirectement, ça vient aussi de ces sources-là. Mm-hmm. Donc, je te dirais que 80% de notre effort a été autour de ça, d'un peu faire parler de nous partout à travers d'autres personnes un peu connues. Fait que là, vous venez de commencer à faire de la publicité Facebook. Ouais, ça fait... ça fait 6 mois. 6 mois, peut-être un peu plus. Est-ce que vous avez assez des gros budgets ou c'est juste comme on se met l'orteil dans l'eau, on regarde qu'est-ce que ça fait, on n'est pas trop sûr si on aime ça? En fait, au début, on a expérimenté avec des petits budgets. On testait quelques affaires, on n'était pas trop certain du retour. Quand on a commencé à avoir un peu de résultats, on a commencé à faire affaire avec une agence. Mm-hmm. On avait des budgets quand même assez bons là, pour une entreprise de notre taille. Puis au Québec, on mettait quelques milliers de dollars par mois. Puis encore une fois, ça allait bien, mais il manquait quelque chose dans le sens que l'agence n'avait pas la vibe humoristique que nous on avait. Donc on a travaillé quelques mois, on avait des bons résultats avec eux. Mais on a décidé dans le fond de ramener ça à l'interne. Puis là, ça fait peut-être 3 mois et demi qu'on est vraiment sérieux, qu'on a des bons budgets, puis on fait ça à l'interne. Fait qu'on a toute l'essence de l'humour de Poche et Fils est reflétée dans les annonces. Puis on fait quand même des bons tests. On essaie beaucoup de choses en ce moment. On est encore en phase d'expérimentation, on a des bons résultats. Mais je pense que si on avait fait ça dès le début, ça n'aurait pas été aussi profitable que ça en ce moment. Donc, on est déjà une notoriété au Québec, les gens nous connaissent. Quand tu as une brand, ça coûte moins cher de pub. Exactement. Parce que là, les gens qui arrivent sur notre page, ils convertissent beaucoup plus que si on avait, en ce moment, on a à peu près 65 000 fans Facebook, on a des centaines de... Combien de fans Facebook? 65 000. Jesus Christ. Puis peut-être un peu plus maintenant, mais on a un engagement là, que même les grosses brands ils capotent à voir ça, dans le sens que nous, un post qui est en bas de 2, 3, 400 likes ou commentaires, c'est rare. Chaque post qu'on fait, Félicitations, c'est qui est en arrière de la stratégie, qui planifie les posts? C'est beaucoup, dans le fond, dans l'entreprise, il y a Anthony qui est la tête du marketing, qui travaille beaucoup avec Pierre-Olivier Verret, qui est comme le stratège numérique un peu plus, fait que lui, plus axé sur email marketing, Facebook. C'est sûr que tout le monde participe un peu aux niaiseries at large, mais vraiment, la segmentation des posts, c'est vraiment ces deux gars-là qui vont travailler avec nos directeurs artistiques, qui vont travailler avec les stagiaires marketing. Mais c'est eux qui établissent le calendrier de poste. Puis au fil des années, on a trouvé un peu notre rythme. Chaque entreprise a un rythme de post. Fait que nous, on s'est dit qu'on voulait poster maximum 1 fois par jour, qu'on allait alterner une fois Facebook, 1 fois Instagram. On veut pas fatiguer nos utilisateurs, on veut pas poster pour poster. Fait qu'on s'assure comme vraiment de poster quelque chose qui est intéressant. Fait qu'on a les mercredis poches où on sort une nouvelle poche. On a des petites affaires comme ça où on a trouvé le bon rythme pour que l'engagement soit optimal. Puis là, on continue avec cette formule gagnante-là. Puis que c'est vraiment... l'équipe marketing est devenue assez autonome avec ça.
Puis au niveau de tout ce qui est on-site, toute l'optimisation sur le site web, je suppose que c'est plus le volet que toi tu prends en charge. C'est quoi les outils que tu prends pour tester ton site web? Premièrement, votre trafic ressemble à quoi en termes de visites mensuelles? Ouais, en fait, en ce moment, je te dirais on a environ 30 000 visiteurs uniques par mois. À peu près, là, on est rendu là. Vous avez un très très bon revenu pour le nombre de visites que vous avez. Ouais, on a un taux de conversion qui est vraiment là, dépendamment des mois, là, dépendamment des initiatives, on est 2 à 5 fois plus élevé que la moyenne de l'industrie dans le vêtement avec notre taux de conversion. Donc, on a... La moyenne qui était de... nous, en ce moment, on a tout le temps entre 5 et 7% de conversion. OK, ouais, définitivement. Par visiteur unique, là, la moyenne. Dans l'e-commerce, de façon générale, on dit que c'est genre 1%. Ouais. Moi, là, ce que j'ai vu des sites à 0.5%. Le site de la tranchée, c'est 0.4%. OK. Mais c'est pas le C'est sûr, c'est pas nécessairement la même affaire. Je dirais que dans le milieu du vêtement, des fois, les bons joueurs ont 2,4%. Nous, nos pires mois, c'est 3,5%. C'est vraiment bon. Ça veut dire que les visites qui vont sur le site sont qualifiées. C'est des gens qui sont intéressés, ils vont sur votre site pour acheter. Exactement. Mais en même temps, j'ai remarqué que vous avez pas vraiment de section de contenu. Non. Ce qui se passe habituellement, c'est que quand tu as un blog, quand tu as un forum, ça va diluer ton trafic, ce qui va diluer ton taux de conversion. Exactement. Nécessairement. Est-ce que c'est dans vos plans de faire du marketing de contenu? Ou... on a commencé à discuter. Dans le fond, aussi, moi, mon rôle il est un peu plus. C'est un peu d'identifier des opportunités comme ça. Là, moi, je regarde les tendances, je regarde ce qui est bon, puis là, je propose au marketing, il faut que ça passe avec eux parce que c'est pas moi qui va écrire le contenu, il faut que ça fitte avec le brand. C'est dans les plans de fin 2017-2018 de commencer à regarder pour aller chercher du contenu, faire du marketing de contenu, mais pas nécessairement sur le champ de la poche, mais donc très proche de la sphère humoristique. On va probablement commencer à s'investir un peu plus dans ça pour amener des gens de façon indirecte parce que c'est aussi une de nos passions de faire rire le monde, de vendre un peu de fun. De toute façon, vous avez une très très bonne stratégie d'influenceur. Je dis ça comme ça, mais au pire, même si le contenu n'est pas hébergé sur votre site web, s'il vit ailleurs puis qu'il y a un très très bon référencement ailleurs, la valeur est quand même là. Dans le sens que si vous subventionnez un humoriste qui est sur YouTube, il y a votre chandail sur sa chaîne, si lui il a 400 000 vues, c'est 400 000 vues de votre produit en même temps. Et puis c'est un peu pour ça qu'on a un taux de conversion qui est fort comme ça, dans le sens que les gens qui aiment l'humour vont aimer notre produit, puis c'est beaucoup eux qui nous envoient leur trafic. Comme je disais tantôt, là, pendant 2 ans presque, c'était juste du marketing d'influenceurs. Fait que les gens qui cliquent sur le lien, qui vont sur ton site, comme tu dis, arrivent avec une forte intention d'achat ou un intérêt qui est quand même assez élevé. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Quand on a commencé à faire des ads, c'est là qu'on a dilué un peu notre trafic. Là, je disais, notre taux de conversion avec des ads purs est moins fort que notre taux de conversion organique parce que les gens qui cherchent pas chez Fils, ils chantent à la poche à Montréal, ils ont vu ça quelque part, ils ont vu à la TV. C'est sûr que si t'es sur Facebook en train de liker des photos de chats, là il y a une pub, un chandail avec un chat, t'es comme oh shit, un chandail avec un chat, tu cliques dessus, mais quand tu cliques c'est pour aller voir là, tes shirts, te regarder, mais t'as pas nécessairement l'intention d'achat, mais vous faites du remarketing sur Facebook? Ouais, on fait remarketing sur Google, AdWords, Display, Facebook aussi, on travaille avec ça, puis on expérimente beaucoup de choses, ça va bien. Mais dans le fond, ça va pas encore notre source première, le trafic. Là, mais... C'est sûr que votre trafic organique, c'est genre la vache à lait de toutes les entreprises, ça, c'est difficile à battre. Pour ça que le référencement est super important pour... Puis pas juste le référencement. Quand on pense au référencement, les gens ils se disent « Ah, mais il faut que je mette 4 fois et demi mon mot-clé principal dans mon titre, dans mon H1 et dans le deuxième paragraphe de mon corps de texte. » Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup de faire justement des relations de presse, de t'assurer que les gens parlent de toi sur des journaux, sur des blogs, un peu partout sur Internet, pour faire en sorte que ça donne des signaux à Google de crédibilité et de notoriété. D'ailleurs, est-ce que vous avez une page Wikipédia? Pas encore. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous. Bon truc. C'est pas des liens follow, sauf que c'est un indicateur que Google prend en compte. OK. Ceci étant dit, fait si je comprends bien, vous avez votre stratégie d'influenceur qui vous a drivé au point où vous êtes. Là, vous êtes juste en train d'expérimenter avec la pub Facebook, la pub sur AdWords, réseau display ainsi que la recherche. Réseau display, ça c'est quand vous allez sur le Journal de Montréal,
Vous essayez de lire votre article, puis là, il y a tout le temps plein d'hosties de pubs. C'est nous autres. Pas tant pertinentes la plupart du temps, mais en fait, ils se basent sur le contenu que tu lis, là. Qui viennent essayer d'attirer ton attention. Puis le réseau, quand tu fais une recherche sur Google, tu viens de positionner donc sur les mots-clés poche. Exact. Ouais, poche et fils, belle poche. Des trucs comme ça. Donc, c'est pas un énorme pourcentage de trafic, mais ouais, on commence on a expérimenté, on commence à être à l'aise avec ça. Ça marche bien, puis c'est surtout en fait pour continuer à driver une bonne croissance là, avec les influenceurs. On a atteint tranquillement un plateau au Québec. Donc, on utilise ça pour faire mousser les choses encore. Puis, on utilise beaucoup ça aussi pour tester d'autres marchés. Donc, en ce moment, on travaille sur le marché français. Donc, ça a été les premiers contacts avec ce marché-là ont été faits par du Facebook Ads pour avoir un peu la réaction, présenter le produit aux gens. Est-ce que vous avez du marketing d'influenceurs en France? Pas encore. Vraiment. Ça a été, on a un peu fait l'inverse là, dans le sens que là, on teste avec les ads pour voir quelle est la réaction. Puis une fois qu'on va vraiment ouvrir les valves sur les ventes en Europe, là, on a une stratégie d'influenceurs on veut essayer de répliquer un peu ce qu'on a fait ici, mais les Français sont peut-être un peu moins sympathiques à notre cause. Oui, il n'y a pas le Made in Québec. Il n'y a pas le Made in Québec, il n'y a pas un peu l'entraide qu'on a eu ici au Québec. Mais on est assez confiant que ça va fonctionner aussi à ce niveau-là. Puis les Français ont déjà leur influence, tu sais, ils ont beaucoup plus d'influenceurs qu'au Québec. Ouais. Ils sont déjà bien établis, ils ont déjà des régies de gens qui s'occupent de gérer ces influenceurs-là. Ouais. Au Québec, la plupart des influenceurs n'ont pas de manager d'influenceurs, entre guillemets. Ils font ça on the side où c'est leur revenu. Tu sais, c'est pas des gens qui vont faire 4 millions de chiffre d'affaires. Tandis qu'en France, il y en a. Il y en a. Tu sais, c'est combien? C'est 76 millions, je pense, de francophones, c'est énorme. Ouais. C'est un autre game. Mais dans le reste du Canada, est-ce que vous avez essayé? On a tenté un peu le terrain comme au côté anglo, mais vu que notre branding est super. Pas chez Fils. Pas chez Fils. Même si ça sonne bien, hein? Pas chez Fils. Personne ne sait comment le dire, premièrement. Mais surtout, si on veut se démarquer un peu de la poche, là, on se travaille sur d'autres produits, on travaille sur d'autres choses. On veut que Poche et Fils soit plus le brand et non juste autour de la poche. On veut que ce soit un brand humoristique. Fait qu'on essaie de se détacher tranquillement de ça, mais ça reste que c'est très autour de ça. Fait que quand tu tombes en anglais, ça fait plus de sens. Est-ce que vous avez pensé de faire une deuxième brand en anglais, utiliser votre processus de vente, de création de produits, puis le leverage? Ouais, honnêtement, on a passé la première année et demie, là, on était tout en train de jongler, on lançait un autre brand, on s'appelle-tu Pocket & Sons, on fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis on se disait que les prochains marchés, c'était l'Ontario, c'était ce truc-là, puis on a commencé à tester un peu, mais en fait, le Québec, on avait encore de belles croissances, ça nous occupait beaucoup, mais on testait un peu l'Ontario, puis la réponse était ordinaire. Puis de l'autre côté, il y a des fortes communautés françaises à Montréal, au Québec, puis on avait une demande qui venait de la France. Donc là, on essayait de forcer notre produit aux États-Unis puis dans l'Ouest canadien, versus là, on se faisait tirer une demande en France. Fait que ça fait peut-être 8 mois, on a décidé comme de laisser aller. On s'est dit on ne mettra plus trop d'efforts, plus trop de budget sur le côté anglo. On va continuer à le développer, mais vraiment plus bas dans notre liste de priorités. Puis on va mettre notre focus sur vendre en France. Donc là, en ce moment, on est là. On veut. Vous avez maximiser, comme tu dis, c'est le marché francophone. La population est immense en France. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. On peut vendre en euros, fait qu'on peut vendre plus cher. Il y a plein de choses intéressantes autour de ça. Donc là, c'est notre focus. Puis on est plus du genre à vouloir abattre comme une étape à la fois plutôt que de vouloir tirer partout, mais de pas être focus. Donc là, De toute façon, je veux dire, comme à l'étape où vous êtes, vous êtes bien. Là. Ah ouais, on est vraiment bien. Ça pourrait rester comme ça toute la vie. Oui, on a tout le temps la drive entrepreneuriale de où est-ce qu'on peut rendre ça, sauf que même, mettons là, dans un univers parallèle où est-ce que ça serait impossible de faire grossir ça, moi je pense que vous êtes comme... On n'est pas à plein. C'est vraiment le fun, vous êtes à une super belle place. Écoute, genre, comme félicitations, c'est... Ah, merci. C'est comme incroyable. Puis vous êtes 3 jeunes, by the way. Toi, tu me l'as dit tantôt. Moi, je vais avoir 27 en juillet. Les deux autres ont 26 et 25. Puis, dans le fond, la moyenne d'âge de l'entreprise est assez jeune. Là. Je dirais que peut-être au 27,
doit être la moyenne à peu près, là. Toutes les 40 personnes qu'on est rendues, là, on est très jeunes, nos couturières sont jeunes, on a vraiment une équipe, tu vois, quand tu penses couturière, même sur notre site web, on met des grands-mères. Oui. Mais tu sais, c'est un peu, c'est des conneries dans le sens que nos couturières, notre Des équipe, grand-mères qui fument dans la vidéo. et voilà. Au début, c'était peut-être un peu plus vrai, mais maintenant, on a vraiment bâti une équipe jeune, on a du monde dynamique, on a du monde qui veut apprendre, puis on a énormément de plaisir à faire ce qu'on fait à chaque jour. Je pense qu'il y a personne, même pour un travail aussi, c'est redondant, faire coudre des poches à toute la longueur de la journée, mais je pense que les filles ont vraiment du plaisir parce qu'on leur a des bonnes conditions, parce qu'on est des boss un peu plus relax qu'en entreprise, on va dire. Là. On est plus une famille qu'un dans un cadre avec une hiérarchie très forte. Là. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, puis, tu sais, quand t'es des jeunes, en tout cas, j'ai l'impression, moi, tu sais, je suis relativement jeune, j'ai 25 ans, je suis jeune. Puis, toutes les, tu sais, comme je travaille avec Marc-Pierre, que je veux pas me tromper sur un podcast, je sais pas si elle a 25 ou 24. Ma soeur qui a 17, on est tous dans les mêmes âges, en tout cas. Puis, les choses qu'on recherche dans un milieu de travail sont pas les mêmes nécessairement que nos parents. Puis justement, cette espèce de vibe-là, conviviale, de faire partie d'une famille qui... Parce qu'il y a comme une espèce de mouvement au Québec où on dit que les millennials sont juste là pour venir prendre un job bien payé, prendre toute la valeur, sacrer leur camp pour une offre à 50 cents de plus de l'heure, genre. Comme il y a ce stéréotype-là, mais moi, je pense qu'on veut un noyau, on veut une cause, on veut quelque chose pour nous mettre ensemble avec un milieu qui est le fun, avec des amis, avec des chums, puis avoir du fun quand on travaille. Ouais, souvent les compagnies qui disent ça, c'est des compagnies qui n'ont pas nécessairement compris qu'est-ce que les jeunes ils veulent, dans le sens que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de loyauté, c'est parce qu'ils cherchent plus que juste ils cherchent à améliorer leurs conditions, mais nous, on a un taux de roulement qui est minime. Même avec notre équipe de production, là, au début, on disait qu'il va falloir changer à tous les 3 mois, c'est une job, on prend des étudiantes, on prend des jeunes, qui ont fait des écoles de mode, qui ont fait de la commercialisation de la mode, du design de mode, fait que c'est des gens qui coudent des poches sur un t-shirt, là, c'est pas très cool pour eux. Là. Ouais. Ils veulent faire des trucs, mais nous, en leur offrant un environnement cool, en leur offrant des salaires intéressants, en offrant tout ça, ça fait qu'ils veulent rester. Ou ils veulent rester puis travailler sur leur projet, sur le côté. Nous, on les encourage à faire ça. C'est dans une entreprise normale. Ils voudraient pas nécessairement que tu crées on a une fille qui veut nous lancer des trucs une compagnie de robes. Peut-être pas. Lance pas une compagnie de poche. Non, c'est sûr. On serait sur faire des souliers, y a pas de problème. Ouais, exact. Mais notre comptable, il a une compagnie où il fait des t-shirts. C'est quand même drôle. Il fait des t-shirts, fait des casquettes, fait des trucs. Puis ton comptable. Notre comptable, c'est. Non, notre comptable il s'appelle Carlos, puis c'est un jeune latino avec des tatouages, fait que c'est vraiment rien à voir avec le comptable que vous avez en tête, mais donc on encourage ça, puis ça fait que les gens veulent rester, fait que les gens ils sont à l'aise de rester dans notre entreprise, okay. C'est cool. Et puis, au niveau, on en a parlé un peu tantôt. Ouais. Tu fais pas beaucoup de marketing par courriel, mais tu es en train de développer ça, je pense. Ouais, tu as déjà des séquences qui sont c'est beaucoup dans la cour de PO, mais comme moi, on a identifié ça avec tout le trafic qui vient sur ça comme vraiment quelque chose As-tu un pop-up sur ton site? Pas encore. On en a déjà mis un, puis on trouvait qu'on n'avait pas assez, on n'avait pas quelque chose à offrir qui était clair. Puis on voulait pas juste fatiguer les gens avec le pop-up, donc on l'a retardé un peu pour être sûr vraiment de qu'est-ce qu'on donne aux gens en échange de leur courriel. C'est vraiment là, dans les prochains mois, on va commencer à mettre un peu plus d'énergie sur la stratégie de marketing par courriel. On l'utilise peu. On fait une newsletter par mois, puis ça convertit très très bien. On a quand même une bonne base de courriel, fait que c'est comme vraiment c'est un endroit où en ce moment c'est de l'argent qui dort. Mais on veut s'assurer de le faire correctement. Mais quand on est dans une business, c'est tout le temps l'argent qui dort partout. Ouais, exactement. On peut juste se demander, OK, c'est où l'argent qui dort que je peux aller chercher le plus rapidement et le plus facilement possible. Exactement. Fait que nous, jusqu'à maintenant, c'était pas la priorité. Maintenant, on a commencé on éteint des feux à droite à gauche. Dans une start-up, il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps. Puis, tu sais, on avait d'autres choses qu'on voulait prioriser, mettons, sur le site, comme par exemple, on n'avait pas d'endroit où c'était clair, mettons, le free shipping était à combien.
Puis on a juste codé une petite barre qui descend qui explique $80 free shipping, puis que quand tu mets des trucs, ça update. C'est-à-dire il te reste $50 avant d'avoir le free shipping, etc. Puis du jour au lendemain, on a gagné $15 de panier moyen. Ah, c'est bon. Presque. C'est très très bon. Tout ce qui est le côté optimisation sur le site web, est-ce que vous avez un outil pour être capable d'utiliser ça, dans le sens que sûrement que votre bouton sur la page d'accueil, vous avez testé comme 4 couleurs et vous avez déterminé que il y a quelle couleur, hein? Il est rouge. Que le rouge convertit beaucoup Un petit mieux. peu plus. T'as-tu un outil pour être capable de faire ce test-là? On a travaillé un petit moment avec Visual Website Optimizer, qui est VWO.com, qui est un des gros noms dans le domaine. Mais vu que dans le fond c'est quand même assez dispendieux, on l'utilisait peut-être pas à sa pleine capacité, on allait chercher des bonnes conclusions avec ça, notamment pour justement des couleurs de boutons, des call to action intéressants. Mais pour l'instant on l'a enlevé, puis on y va vraiment avec une méthode un peu plus old school. C'est possible quand tu as un site web, là, quand je parlais tantôt, tu te lances, tu y vas, puis après ça tu fais de l'optimisation. Tu n'es pas obligé nécessairement d'utiliser un logiciel au départ, tu peux essayer 2 semaines un certain layout, une certaine couleur, puis regarder qu'est-ce que ça rapporte, puis là, 2 semaines après, tu essaies que ce soit des moments où il n'y a pas nécessairement une fight ou quelque chose pour biaiser les statistiques. Ouais. Mais dans le fond, nous, en ce moment, on se fait des tests A/B sur 2 semaines ou 1 mois. Okay. Donc, on a utilisé ça pour notamment des call to action sur les courriels de Abandon Checkout Recovery. Donc, quand tu commences à mettre des trucs dans ton panier, tu commences le processus, tu abandonnes. Au début, on avait un objet de courriel qui n'était pas assez clair. Donc, pendant 1 mois, on testait les statistiques. On avait peut-être un 17%, 15% de récupération. Ce qui est bon. Qui est pas mauvais. C'est bon. On a changé le truc pour mettre vraiment très clairement qu'on offre un rabais. C'est genre, je pense que t'as 100% de chance d'avoir 10% de rabais ou quelque chose comme ça. Donc, puis on est passé de 17 à 23%. Okay. Puis après ça, on fait beaucoup de tests A/B comme ça. De récupération, tu veux dire pas le clic dans ton courriel, mais de gens qui ont complété leur Qui ont complété, une fois qu'ils ont reçu. C'est en tandem avec ta publicité de remarketing sur oui, exactement. Donc, on a déjà vu là, on a vu une grosse... Tu es en train de nous dire que si on va sur ton site, qu'on se fait un compte, qu'on met quelque chose dans notre panier, qu'on commence le processus de paiement, c'est combien de temps qu'on a qu'il faut qu'on attende? Maintenant, c'est un autre test A/B qu'on a fait. Là, en ce moment, c'est 1 heure. Fait que... OK, fait en dedans d'1 heure, on va avoir un offre de rabais. Encore là, on avait 23-25%. C'était 10 heures le temps. On a testé 1 heure, on est monté à 27-28. Donc, on va peut-être pas le garder. Là, on fait des tests. Mais moi, je pense, écoute, je te fais une suggestion comme ça, mais moi, je pense qu'on... T'as-tu un espace pour mettre des codes promo? Oui. Parce que si les gens pourraient prendre le code promo, la trancher, ils connaissent déjà le truc. Ils pourraient avoir accès au rabais tout de suite, right? On peut faire ça. On peut faire ça? Certainement. Parfait. Fait que si vous allez sur pochefils.com, tu utilises le code promo la trancher, ça va te donner quoi exactement? Un 15%. 15% de rabais. Et voilà. Tabarnak. C'est bon. Hein? Belle valeur. On n'est pas normalement, si on essaye ça, c'est quelque chose qui nous aide, on fait pas énormément de rabais. Des compagnies qui font trop de rabais, après ça les gens attendent toujours le rabais. Exact, ouais. Donc nous on fait des rabais rarement, puis on donne pas des immenses pourcentages, mais on préfère, mais quand on en fait ça marche bien. Donc mais t'es mieux quand t'es une compagnie, il faut vraiment faire attention pour pas te positionner cheap. Exact. Parce que ça te donne pas la liquidité pour être capable de bien payer tes employés, pour être capable d'avoir de l'argent de côté, pour être capable de faire un beau site, une belle brand, du bon contenu de qualité. Monter une vraie marque. Si tu vends cheap, tout va avoir l'air cheap. Exact. Puis ça va être difficile d'avoir la confiance des gens, le service à la clientèle, ça va être difficile, tout va être difficile. Fait que définitivement, coûte 15%, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Fait que ça mène à l'heure. Donc, c'est ça. Fait que pour les tests A/B, on a testé on teste des choses à chaque mois. On a une série de 2-3 tests qu'on utilise en ce moment. On les fait ça de manière manuelle. On a eu des excellents wins. Ça peut être aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que plus tôt tu lances, plus tôt tu vas... le plus rapidement ton site va devenir le plus optimisé possible, parce que tu peux travailler 6 mois sur un site web et te rendre compte que ça convertit 0. Versus si tu le lances puis que tu commences à essayer une barre, comme je disais tantôt, on a une barre qui donne un update sur combien de membres à ton panier pour la livraison gratuite. Puis entre le moment où on l'avait pas puis on l'a mis, ça nous a donné une augmentation de 15$ ou presque sur notre panier moyen. Donc on a fait des wins comme ça. Puis de mon côté, en faisant ces tests A/B là, ça me permet
de soulever des opportunités puis de nous dire que, écoute, un email marketing, ça marche bien, on l'utilise pas assez, puis là, j'en vais sur marketing, puis après ça, on s'optimise tranquillement, pas vite. Cool. Même pour une compagnie comme nous là, qui fait des millions de dollars de chiffre d'affaires, comme tu dis, on a encore énormément de choses qu'on peut faire. Fait que... Il y a tellement de choses justement qui sont possibles, ce qui m'amène à ma prochaine question, qui est c'est quoi les technologies ou les stratégies présentement qui captent ton intérêt, que tu fais pas nécessairement chez Fils, mais que tu aimerais expérimenter avec dans le futur? Niveau très marketing, surtout en mode, il y a Pinterest. Tout ce qui est au niveau de l'utilisation sociale de ce média-là, puis aussi, même c'est toi qui me le rementionnais tantôt, tout ce qui est des annonces autour de ce média émergent-là, ça fit dans notre clientèle cible, ça fit avec la mode. Donc c'est quelque chose qu'on veut essayer d'optimiser. On n'a pas encore de CRM qu'on appelle le Customer Client Relationship Management. Donc, en ce moment, on utilise vraiment ce qui est avec Shopify. Donc, on va pas très loin dans notre marketing courriel. On va pas très loin dans un peu récompenser les gens qui achètent beaucoup chez nous. Donc, moi, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place, passer du service client plus vers de la loyauté client, d'être proactif. Être proactif, justement, vraiment aller plus vers du customer happiness. Donc, ça, c'est, dans le fond, il y a quelques outils autour de ça qui m'intéressent beaucoup. On utilise Intercom, qui est un truc de live chat depuis récemment. Très cool. On utilise peut-être 5% des fonctionnalités. On va aller pousser un peu plus loin à travers ça. On va aussi utiliser, peut-être il y a quelque chose qui m'intéresse bien, c'est Return Magic, qui est un truc qui facilite le processus de retour et d'échange. Donc, ça pour les gens qui n'aiment pas leur t-shirt. Qui n'aiment pas leur t-shirt, qui veulent l'échanger, etc. Donc, ça, c'est mais ça doit pas arriver. Les gens adorent leur t-shirt, mais souvent ils se trompent de taille. Donc, après ça, il y a des technologies qui permettent de faciliter ce processus-là. Puis après ça, tu peux permettre dans le retour d'offrir des crédits en magasin plutôt qu'un remboursement, des trucs comme ça. Donc, pour l'instant, de mon côté, c'est sur ça qu'on va se pencher. Puis évidemment, comme je disais, là, on est encore à nos premiers pas en tout ce qui est Google Display, Google Remarketing. Donc, on va mettre un peu plus de temps, d'énergie, puis de tests dans tout ce qui est la publicité payante pour essayer d'optimiser notre retour sur investissement dans cette sphère-là. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Moi, mon approche personnellement, je vais toujours commencer par essayer de rendre ma business rentable avec la pub avant de gosser du monde. Parce que moi, j'ai de la misère à aller dire « Hey, regarde, tu veux la business que j'ai là? Peux-tu venir, tu sais, ça t'intéresse-tu? T'aimerais-tu être membre? Tu sais, de la tranchée? » J'aime beaucoup mieux juste comme faire du contenu pour que les gens me trouvent. Mettre plein de cash en pub pour puis optimiser, faire ça de façon intelligente là. Pas juste comme lancer de l'argent sur make it rain. Yes. Shit, j'ai plus d'argent. Mais vous autres, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse. Comme vous avez eu un succès excessivement rapide, 1 an, 6 mois avant de commencer à réaliser que vous avez du succès, c'est pas long. En e-commerce, les gens pensent que tu te pars en Shopify. Tantôt, on a dit que ça prend 15 minutes de t'ouvrir en Shopify. C'est vrai. Mais ça prend pas une journée avant le temps de trouver le bon produit pour la bonne clientèle avec le bon canal d'acquisition. C'est long. C'est des tests. Et puis c'est vraiment le fun que vous autres, ça n'a pas été trop long avant de faire des bons coups de circuit. Notamment à cause que votre produit est super intéressant. À cause que vous avez eu les bons influenceurs pour le relayer. Et puis honnêtement, moi je pense que vous avez un excellent potentiel au niveau de la publicité pour être capable de faire exploser ça. Le Québec, c'est un marché qui est surprenant à cause qu'il y a beaucoup plus de monde qu'on pense, il y a beaucoup plus d'argent que ce qu'on pense au Québec. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé au Québec à l'extérieur du Québec au niveau du commerce en ligne. Je suis un très très bon exemple de ça à cause que mon bill d'Amazon est excessivement élevé à chaque mois. Il faut qu'on commence à vendre entre nous autres. Et le marché francophone, il est différent. Vous n'avez pas encore commencé à essayer de passer le marché francophone. Il y a un certain intérêt, mais c'est une autre game complètement. Le marché américain, c'est une autre game complètement. Le marché du reste du Canada. Même si on est tous des Canadiens, puis que, Made in Canada, c'est quand même complètement différent.
Ouais. Écoute, je vous souhaite bonne chance là-dedans. Merci. Et puis, y a-tu quelque chose que tu voudrais qu'on ajoute avant de rapper tout ça? Un truc de ninja au marketing qu'on a oublié de mentionner? Non, je pense que c'est bon. Je pense que si jamais les gens ont des questions, je suis rejoignable probablement via le forum de la tranchée. Puis ouais, vous pouvez taguer. Si jamais vous me taguez, je peux répondre à vos questions. Puis si jamais je suis toujours content de répondre, d'échanger par courriel. Là, donc, Parfait. Dernière question. Ouais. Écoute, je veux pas te rendre à l'aise. Vas-y. Mais pour les gens de la tranchée, les abonnés de la tranchée, même les abonnés de ma liste de courriel, y aurait-tu moyen qu'on fasse un tirage, faire tirer un t-shirt? Ok, ouais, pas de problème. Le Poche et Fils, ça serait quoi, mettons, la façon que les gens pourraient participer au tirage? Faudrait qu'ils commentent quelque chose dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils pourraient commenter? Dans les commentaires soit sur SoundCloud, soit sur YouTube, soit sur la tranchée directement. Ils pourraient juste nous donner le modèle de poche qu'ils veulent. Ouais, ça pourrait être bon ça, la poche préférée. Puis parfait. On fera tirer parmi ceux-là la personne gagnera sa poche. Excellent. Fait qu'on va laisser un genre de 2 semaines pour que les gens laissent commenter leur poche. Fait allez sur le site de Poche et Fils. Regardez les poches disponibles sur le site de Poche et Fils. Et y a-tu des noms de poches? Il y a des noms de poches. Fait que commentez le nom de la sympathiques. poche qui vous intéresse le plus dans les commentaires et vous allez peut-être, qui sait, gagner une poche. Et si jamais vous ne gagnez pas votre poche, prenez le code de la tranchée. Et voilà. Boum, LA-tranchée, T-A-N-C-H-E-E. Puis vous allez avoir 15% de rabais. Cool, voilà. Yes. Hey, bien content de t'avoir. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de visiter Trois-Rivières. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Scotch et Domination Mondiale. J'espère que tu as apprécié pour avoir accès à l'ensemble des notes, logiciels, plateformes, toutes les choses auxquelles on a fait référence dans cet épisode. Vous n'avez qu'à vous rendre au latranchée.com/14 et vous pourrez, pendant que vous êtes là, aller commenter avec votre poche préférée pour participer au concours et peut-être gagner leur t-shirt. Allez regarder aussi leur bas, leurs sous-vêtements. C'est vraiment très très drôle. Alors sur ce, je vous dis bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination Mondiale.